Rebonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette deuxième partie de la journée avec une nouvelle table ronde aujourd'hui sur toujours l'installation. Alors l'installation en libéral, en public ou en privé à but non lucratif. On va voir toutes les options possibles et toutes les trajectoires. Et j'ai la chance avec moi d'avoir justement toutes les trajectoires professionnelles possibles et avoir aussi une société dont l'enjeu et l'expertise c'est d'accompagner ces installations. Alors je vais vous laisser vous présenter d'abord les uns et les autres. Honneur aux dames. Bonjour à tous, donc je m'appelle Flora Boardier, je suis la cofondatrice de Medizy. Donc comme on l'expliquait, Medizy c'est une entreprise qui a été créée pour accompagner les jeunes médecins dans leur installation libérale dans toutes les démarches. Bonjour. Oui, c'est pas très fort, faut parler fort. Très bien. Federico Sola, praticien hospitalier en orthopédie pédiatrique à l'hôpital Linval de Nice, donc hôpital privé non lucratif, avec une activité libérale depuis 2020. Bonjour, Pierre-Emmanuel Chamaz, je suis nouveau praticien hospitalier au CHU de Montpellier. Bonjour, Alexandre Dos Santos, je suis chirurgien orthopédiste installé dans le privé, spécialiste en chirurgie du sport et chirurgie de prothèse hanche et genoux. Alors voilà, on a donc privé non lucratif, public. D'abord un chiffre. Un chiffre, c'est que quand ils sont plus jeunes, quand ils sont internes ou quand ils sont docteurs juniors, les orthopédistes, à 75% des cas, décident ou disent qu'ils vont s'installer en libéral. Finalement, 5 ans plus tard, quand on regarde au Conseil de l'Ordre, il n'y en a que 35% qui sont installés. Alors c'est sûrement fait de parcours ou d'errance ou de doute. Du coup, ça laisse quand même poser une certaine question. C'est pourquoi est-ce que sitôt on a tous envie de partir en libéral et pourquoi finalement 5 ans plus tard, c'est pas le cas. C'est sans doute parce que c'est un petit peu compliqué, peut-être, qu'il y a des déconvenus. En tout cas, du coup, ça me donne l'envie déjà de savoir comment vous, ça s'est passé, parce que globalement, vous avez tous fait une installation, je dirais, dans les 5 dernières années, en tout cas de l'exercice dont vous nous avez fait part. Alors, Alexandre, vous, c'était comment ? Alors, donc moi, mon expérience en plus, c'était donc il y a 3 ans que je suis installé. C'était un peu particulier parce que c'était post-Covid, il y a eu un petit peu cette période-là. Je pense qu'il peut expliquer une partie de certains de mes collègues qui ont mis un peu plus de temps à s'installer parce que forcément c'était un peu moins d'activité, peut-être un peu plus de stress dans ces moments-là. Mais pour ma part, j'avais été chef à la Pitié-Salpêtrière pendant 2 ans. Avant ça, j'avais fait quand même 1 an supplémentaire en fellow pour vraiment me spécialiser dans ce qui m'intéresse, comme je disais, la chirurgie du sport. Donc je pense qu'avec ce bagage finalement de 3 ans, je m'étais senti assez prêt pour m'installer dans le privé. Donc ça s'est fait après relativement naturellement. Mais voilà, parce qu'il faut quand même une certaine expérience en effet pour se lancer dans le privé à 100%. Alors il y a l'expérience clinique. Mais est-ce que vous aviez une expérience administrative ou d'installation de tous les tourments que vous avez dû vivre jusqu'au moment où vous avez vissé votre plaque ? Alors non, en effet, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. En effet, là-dessus, on n'est absolument pas formé sur la démarche administrative, sur tous les enjeux. Donc ça se fait en passant les différents coups de téléphone à l'ordre des médecins. Une façon de faire aussi, je pense, c'est de prendre les conseils des aînés. Évidemment, moi à l'époque où j'étais interne, on commence à s'y intéresser, on demande au chef, on regarde les trajectoires, qui s'est installé où, comment, est-ce que ça fonctionne pour lui. Donc voilà, j'avais une envie de secteur. Moi, je viens d'Essonne, donc j'ai voulu absolument retravailler là-bas. Et on regarde un petit peu les cliniques qui existent, quels groupes existent, est-ce qu'il y a des places. Et puis ça se fait petit à petit. Mais c'est vrai que là-dessus, ça se fait petit à petit. On n'est pas formé pour ça. Ouais. Pourtant, des modes d'emploi, c'est pas ce qui manque. Il y en a beaucoup à plein d'endroits. Mais donc, du coup, Pierre-Emmanuel, vous, la démarche, elle est un peu différente parce que vous êtes dans le secteur public. Alors tout à fait, dans le secteur public, c'est quand on reste au CHU, notamment quand on reste dans son équipe de formation, c'est une continuité. C'est-à-dire que, bien sûr, on fait le parcours d'internat, maintenant il y a le parcours de doctorat junior, ensuite on va enchaîner avec un parcours d'assistant ou de chef de clinique, et généralement, c'est à ce moment-là, quand on s'attache à l'équipe, à leur activité, qu'on commence à demander un poste, et on voit s'il y a une place potentiellement disponible. Et on le demande à qui, du coup, le poste ? D'abord au chef de service, on voit s'il y a déjà un accord de principe, et ensuite il y a tout un parcours, en fait, qui est
à la fois externe et interne. Externe parce qu'il faut passer le concours national de praticien hospitalier auprès du Centre national de gestion. Il y a une session annuelle, il ne faut pas rater le coche des inscriptions en ligne, donc il y a un dossier à faire. Et ensuite, il y a une partie interne où ça passe devant une commission médicale d'établissement, le conseil hospitalier, et également il y a aussi un volant financier. Est-ce que la ligne budgétaire est créée pour le poste ou est-ce que c'est un remplacement d'un confrère qui part à la retraite ou est-ce qu'il y a des réarrangements de postes de financement pour créer un poste de praticien hospitalier. Voilà, donc moi ça s'est fait dans la continuité. Donc, j'ai fait une 3e année de clinica. Là, pour être extrêmement concret, j'ai 6 mois de poste de praticien hospitalier contractuel avec une régularisation et un engagement en tant que praticien hospitalier titulaire en juillet parce qu'il y a classiquement 2 vagues de titularisation fin décembre et au mois de juillet. Ok, alors vous de votre côté Fédéco? Alors moi je suis passé par la même trajectoire que Pierre-Emmanuel il y a quelques années et je vais surtout parler maintenant de mon activité libérale hospitalière que j'ai commencé donc il y a 4 ans en prenant la suite de mon chef de service qui était parti à la retraite. Et à l'époque, personne d'autre faisait du privé à l'hôpital, dans ma spécialité, en orthopédie. Et après longue discussion avec mon chef de service, partant, il m'a dit il faut absolument qu'au moins un praticien fasse ça parce qu'il y a des patients qui ne viennent pas voir le médecin s'il ne paye pas. Donc c'est une obligation, en tout cas dans notre région, sur la Côte d'Azur. Il en faut au moins un. Et comme personne ne voulait le faire, je me suis dit, je vais faire ça, sachant que je n'avais pas très envie de me taper toutes les procédures administratives qui sont révélées effectivement très pénibles et fastidieuses. Alors, donc, bon gré, mal gré, vous êtes allé faire du libéral hospitalier, donc c'est vraiment une petite particularité du genre. On comprend du coup qu'il y a des complexités, même dans la démarche hospitalière, on comprend qu'il y a différentes étapes. Alors, de votre côté, vous accompagnez les démarches vers le libéral. Je pense moins vers le libéral hospitalier, mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de similitudes. Vous accompagnez pas les démarches vers le public. Bon, alors, mais quelles sont les démarches et surtout quel est l'ordre dans lequel il faut aller pour aller au plus vite, remplir l'ensemble des documents qu'il est nécessaire pour pouvoir s'inscrire? Alors déjà, au plus vite, c'est un vrai sujet parce que globalement, il faut prévoir minimum 3 mois et nous, on est plus serein sur 6 mois pour préparer son installation. On en parlait tout à l'heure, même 1 an pour certaines personnes parce qu'en effet, il y a un ordre à suivre dans les démarches et en fait, certains dossiers vont dépendre de d'autres. Donc, il faut évidemment commencer souvent par le Conseil national de l'ordre des médecins qui va recevoir votre dossier et l'accepter ou non. Et ensuite, dans les démarches administratives pures, c'est Conseil de l'ordre, CPAM, URSSAF, Caisse des retraites. Mais à côté de ça, en fait, il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Et notamment, souvent aujourd'hui, les chirurgiens qui s'installent en libéral vont créer des sociétés. Et donc, il faut aussi, en parallèle, penser à tout ça, avoir un expert comptable. Parce que nous, un de nos grands conseils, notez-le bien, c'est faire un prévisionnel financier avant de s'installer pour essayer de comprendre son activité, comprendre comment ça va fonctionner et être le plus efficace possible dans ces démarches ensuite. Et vous allez en avoir besoin dans tous les cas si vous devez vous présenter auprès des banques, notamment pour des prêts bancaires professionnels. Et donc là, je me fais l'avocat du diable. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un budget prévisionnel alors qu'on n'a pas encore dépensé d'argent au départ. À quoi ça sert ? Alors à quoi ça sert ? Ça sert à bien comprendre son activité future, comprendre où va être notre trésorerie, combien on va en avoir, quel va être aussi notre le seuil de rentabilité. En fait, quand on s'installe en libéral, tout simplement, on crée une vraie société, une entreprise à but lucratif derrière. Donc il faut vraiment avoir cet état d'esprit-là et cette agilité pour réussir à comprendre comment on va pouvoir fonctionner, où on va pouvoir allouer des coûts et combien aussi on est prêt à payer pour s'installer dans une structure. Parce que quel coût on a, vu que normalement on ne perçoit que des honoraires? Qu'est-ce qu'on doit donc payer? Alors c'est dépendant de l'installation, vraiment donc de chaque chirurgien. Parfois on doit payer pour s'associer tout simplement à un groupe de chirurgiens déjà installés. Ensuite il y a des coûts de matériel parfois, ensuite de secrétariat. Et puis il faut aussi dans son prévisionnel prévoir que les premiers mois d'activité, on va commencer par beaucoup de consultations. Il faut créer sa patientèle, recruter des patients. Et donc il va y avoir quelques mois où tout simplement notre chiffre d'affaires va être plus faible que par la suite parce qu'on doit préparer en fait tout simplement son activité. Alexandre, je me retourne vers vous parce que du coup là vous êtes le seul à avoir franchi ce cap où il n'y a pas de lead salaire derrière, ce qui n'est pas le cas quand on a une activité libérale hospitalière. Est-ce que ce moment-là de vide potentiellement qui nécessite donc un budget, un business plan initial, c'est quelque chose auquel on pense beaucoup au départ? Alors, en effet,
pour ma part, c'est quelque chose auquel j'avais pas forcément pensé. C'est-à-dire que, si je peux rajouter parmi tout ce qu'elle a dit, en effet, sur les coûts, il va y avoir rapidement des histoires de prévoyance, des histoires d'assurance. Pour pouvoir pratiquer son art ou sa chirurgie, il faut des assurances. La clinique, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle un contrat d'exercice libéral. C'est-à-dire que pour que la clinique nous offre un bloc opératoire, en fait, il y a souvent une redevance. C'est-à-dire qu'ils prennent une partie de ce qu'on gagne. Donc en effet, il y a beaucoup de coûts pas cachés, mais qu'on ne connaît pas forcément au début quand on n'a pas l'habitude. Donc en effet, c'est bien de les prendre en compte. Souvent, par exemple, pour consulter, il y a un loyer à payer. Donc c'est vrai que l'idéal, c'est si on a un peu de trésorerie de côté, c'est plus facile. Pour mon cas, moi, c'était une création. Je n'ai pas ni racheté de patientèle, ni intégré de groupe, donc j'avais pas tout ce cash à sortir au début. Mais en effet, il y a des accompagnements, on peut faire des prêts, des choses comme ça. Mais c'est quelque chose, oui, j'ai envie de dire, c'est bien de s'y intéresser, de comprendre un petit peu quels vont être les premiers coûts, en sachant que j'en rajoute un peu, c'est qu'au début, finalement on a une petite marge parce qu'au début il y a beaucoup d'apports et notamment les impôts etc arrivent un petit peu en décalé, donc ça laisse quand même le temps de voir venir, mais voilà, il faut s'en occuper, oui. Donc est-ce que c'est quelque chose du coup qu'on doit anticiper, qui peut changer l'objectif d'installation? Par exemple, si on a 2 installations, on peut se dire celle-ci je la prendrai pas parce qu'il y a trop de charges à l'entrée, celle-ci elle est plus intéressante. Ou quand on est jeune, on pense surtout moi je veux vraiment faire de la hanche ou je veux vraiment faire du genou, et c'est un peu en second plan. Alors, je parle de mon expérience. Moi, je voulais absolument pas être sur 2 établissements. Je sais que c'est pas le plus fréquent. Beaucoup de mes collègues sont plutôt sur 2 établissements. Typiquement, ici en Ile-de-France, il y a souvent un établissement parisien et un autre extra-parisien. Moi, je voulais pas m'embêter avec ce problème-là, mais c'est quelque chose que je peux voir dans l'installation de mes collègues, où certains ont même au début 3 installations, et en effet, ils voient un petit peu laquelle fonctionne le plus, laquelle rapporte le plus de patients, laquelle les intéresse le plus. Et on peut très bien, ça aussi, ça peut être un message de dire rien n'est gravé dans le marbre. On peut très bien s'installer, puis au bout de quelques mois sortir de cette installation, aller autre part. Ça, c'est pas figé. Donc on peut aussi se faire sa propre expérience. Pour ma part, ça a bien marché entre guillemets d'emblée, donc j'ai pas eu besoin de changer quoi que ce soit. Mais sachez que c'est possible. Ouais. J'entends que ça veut dire que le choix qu'on pourrait faire n'est pas inchangeable dans les mois et les années qui vont venir, mais quand même, je me retourne vers vous, il y a quand même des limites, parce que le secteur, par exemple, va bien falloir choisir le type de secteur. Secteur 2, Optamco, pas Optamco, secteur 1, je pense qu'il n'y en a aucun qui s'installe en secteur 1, mais ça, c'est difficile de revenir dessus après, non ? Oui, tout à fait. Rien n'est gravé dans le marbre, en effet, mais c'est un investissement déjà en temps et financier aussi. Donc, on commence à créer sa patientèle. Donc, ensuite, après quelques années d'activité, changer d'endroit, c'est quand même un investissement supplémentaire. Et il y a des choses, en effet, qui vont être compliqué à changer, mais ensuite le Conseil de l'ordre, il accompagne tout de même les médecins dans ces changements-là, donc c'est pas impossible. Mais c'est sûr qu'il vaut mieux réfléchir en amont, d'où vraiment l'importance d'un prévisionnel, comme vous le disiez, notamment sur le choix de 2 établissements. Parfois le choix du cœur c'est très bien, mais en fait une fois qu'on s'installe en libéral, on devient un chef d'entreprise, donc il faut aussi raisonner sur l'aspect financier. Est-ce que de votre point de vue, il y a une chose que les orthopédistes, ils oublient régulièrement quand ils vont être dans cette démarche d'installation ? Justement, c'est souvent ça. Souvent, ils vont aller se tourner vers le centre qui leur plaît le plus par rapport à leur activité. Ils ne vont pas forcément réfléchir à la concurrence déjà, parce que finalement, ça devient un métier qui est assez concurrentiel. Et donc, à tout cet aspect financier qui, derrière, en fait, va mettre une certaine pression sur leur activité et parfois, en fait, les obliger à changer un peu leur façon de fonctionner. Donc, in fine, ils se retrouvent avec une activité qui n'est pas ce qu'ils avaient imaginé. Federico, vous, dans votre particularité d'exercice, où donc vous étiez en place et vous avez ouvert un secteur libéral hospitalier, vous avez eu une pression ou pas vraiment ? J'ai pas eu une vraie pression au sens propre parce que j'ai fait ça vraiment en plus, je n'avais pas de plan particulier immobilier ou quoi, donc je n'avais pas de pression financière, mais j'ai senti quand même toute la lourdeur de comprendre le système, en sachant que je prenais la suite de quelqu'un qui partait à la retraite, qui faisait ses feuilles de soins papier, que j'ai dû comprendre comment fonctionnait la facturation, comment on pouvait faire le tiers payant, l'Optamco, voilà, tout un tas de termes que je ne sais pas si vous voulez qu'on aborde, mais ça fait partie des choses qu'on ne connaît pas quand on s'installe. Et on ne les connaît pas parce que, selon vous, c'est normal quand on est dans l'hôpital public, donc on s'en fiche, c'est pas important ? Ou on devrait à un moment donné avoir un module, je
je sais pas, d'initiation, d'ouverture d'esprit Alors, il y a une culture aussi qu'il faudrait cultiver. À l'hôpital public, disons les choses clairement, pour moi, le privé, c'était l'ennemi. Voilà, sans trop de... Voilà, c'était comme ça. C'était le concurrent qui opérait moins bien, plus vite. Voilà, c'est ça que j'ai entendu toute la vie quand j'étais à l'hôpital au CHU. Donc, effectivement, il faudrait des formations pour les jeunes, pour déjà comprendre, un peu comme les médecins G, ils passent tous 6 mois en libéral pour voir ce que c'est. Les orthopédistes et les chirurgiens de façon générale, il y a une grosse partie qui s'installe quand même, tôt ou tard dans la vie. Ça serait quand même bien de faire peut-être un semestre en clinique, si la situation le permet. Et c'est peut-être l'occasion d'aborder toutes ces questions qui ne sont pas abordées à l'hôpital public. C'était d'ailleurs un des points ce matin, c'était de susciter à chacun, en tout cas, de se confronter à l'exercice libéral avant de faire ce choix. C'est peut-être pour ça qu'il y a un changement d'ailleurs entre 75% de désiderata et 35% de réalisation réelle. De votre côté, Pierre-Emmanuel, donc vous êtes resté dans le public, c'est parce que vous aviez vu tout ça et vous ne vouliez pas y aller ? Je souhaite juste apporter une précision, c'est-à-dire que la situation de la chirurgie infantile pédiatrique, donc la chirurgie orthopédique pédiatrique, est légèrement différente par rapport à la chirurgie orthopédique adulte, parce que l'occasion de faire des remplacements, en fait, est directement un premier aperçu des cotisations, des déclarations de l'URSSAF, etc. Et donc, la culture du remplacement est quand même plus présente dans l'exercice adulte que dans l'exercice pédiatrique. Donc déjà, il y a un premier contact clair avec au moins une partie des contraintes futures financières et organisationnelles, et de déclaration et d'impôts, etc. Et en plus de ça, la culture de passer en tant qu'interne dans un centre privé est aussi un peu plus, je pense, fréquente qu'en chirurgie orthopédique pédiatrique. Et pour revenir à votre question, moi, de toute façon, c'est un faisceau d'arguments. C'est-à-dire que c'est en fonction de chaque centre, de chaque situation. Pour ma part, l'équipe est très dynamique. Il y a une très grande variété de domaines de la chirurgie du monde supérieur qui est réalisée. En chirurgie de la main, il y a un exercice qui est amplement vaste, à la fois en privé et en public. Donc c'était plus une question d'équipe. En fait, c'était mon choix premier. Il se trouve également qu'à Montpellier, où est l'hôpital où je travaille, il y a une très grande surpopulation de médecins, et ce qui amène directement à la question malheureusement de la concurrence, de la part d'activité de patientèle qui permettra de financer pour un revenu net envisager la réalité de l'activité nécessaire pour le fournir. Et donc, c'était absolument pas un des critères principaux, mais c'est un ensemble de choses. Et face à une équipe, moi au CHU, dynamique, avec de l'activité, à côté une installation libérale qui est difficile, avec très grand nombre de jeunes installés dans les 5 dernières années qui ont déjà du mal à faire leur part, voilà, il y avait des questions majeures. Alexandre, c'est pour ça que vous êtes allé dans l'Essonne ? Parce que l'Essonne, c'est pas Nice. Alors c'est pas faux. Non, moi il s'avère que c'est vraiment personnel. Je viens de là-bas, je suis né là-bas, toute ma famille est là-bas, donc j'avais à cœur de faire ça. Mais en effet, c'est un peu vrai. Donc moi, l'autre option c'était celle de Paris, qui en effet a un peu cette réputation-là actuellement d'être assez bouché, assez concurrentiel. L'installation est longue, on entend des chiffres où il faut 7 ans pour avoir une patientèle régulière et une de croisière. Donc, tout ça, ça fait assez long. Et quand on en discute souvent avec les collègues, justement, qui ont 2 installations, une dans Paris, une hors Paris, en fait, à chaque fois, ils disent moi, 3/4 de mes revenus, c'est hors Paris. Je fais beaucoup plus d'activités en banlieue ou voilà, que à Paris, machin. Donc, j'ai jamais très bien compris ce concept. Et ça peut jouer. En tout cas, c'était une envie que j'ai eue de faire ça, mais c'est vrai que certains peuvent être un petit peu inquiets par rapport à ça, de quitter Paris, ou là une grande ville quelconque, dont ils ont l'habitude. Mais peut-être que c'est moins concurrentiel, c'est possible, en effet. Ouais. Du coup, quand vous avez un projet qui vous est présenté ou suggéré, vous faites une étude de marché, une étude de l'activité, de terrain. On a une cartographie, on voit, il ne faut pas aller là, il faut aller là. Alors c'est un peu moins blanc ou noir que ça, mais en effet ça dépend toujours des spécificités des clients. Il y en a qui savent exactement où ils veulent s'installer, et donc là il n'y a pas vraiment de sujet. Et ensuite parfois en effet on va voir avec eux, toujours via un prévisionnel financier notamment. En fait, soit si c'est une reprise de patientèle, c'est assez simple de pouvoir
comprendre ce qui va arriver dans les prochaines années et comment ils vont pouvoir développer l'activité. Et sinon, en effet, on étudie le bassin de population, etc. avec nos clients pour voir à peu près, avoir une idée en tout cas des revenus qui pourraient être générés par leur activité. Et c'est primordial aujourd'hui pour les jeunes médecins parce que l'activité est en train de changer, je pense que tout le monde s'en rend compte. Et donc, il faut être capable d'avoir une visibilité en tout cas sur la suite. Parce que je reviens, Alexandre, à vous, votre parcours. Votre parcours, c'est une création. C'est ça. Vous rejoignez là où il y a déjà des orthopédistes. En fait, je savais, c'est ça, c'était une création. Alors, j'ai su qu'il y avait à l'époque 4 orthopédistes du membre inférieur dans la clinique où je l'allais, et qu'il y en avait un qui était parti il y a quelques années. Donc, je savais que ça fonctionnait à 4 et que potentiellement il y avait une place qu'on pouvait prendre, après qu'on peut modifier, etc. Mais oui, c'est pareil, je rajoute un petit peu, c'est quelque chose que j'ai découvert après m'être installé, mais toutes ces données, on peut les trouver assez facilement sur Internet, par région, par ville, combien il y a de médecins installés, ces densités de population, etc. Je pense que ça peut être intéressant de voir là, combien il y a de patients potentiels, combien il y a de concurrents potentiels. C'est en effet important. Ouais. Et du coup, quand on s'installe, on imagine vraiment que c'est des concurrents, parce que j'ai entendu tout à l'heure public, privé, ennemi, le mot concurrent, c'est pas des mots que nos pères disaient en fait. J'ai pas cette sensation-là, mais je pense bien que c'est bien ça. Hein, mais voilà, ils sous-entendaient. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus une liberté de parole dans nos générations ? Je pense, mais après je pense qu'aussi c'est peut-être un petit peu aller loin, c'est-à-dire que la vérité quand même, oui, il y a beaucoup de monde, mais finalement, en tout cas par exemple pour ce qui est de ma spécialité, le membre inférieur, notamment sur les prothèses, ce qu'on voit aussi c'est que la population elle vieillit de plus en plus, que le nombre de prothèses il est en train d'exploser. Donc en vérité, on parle de concurrents un peu comme ça, mais le gâteau, je pense largement assez grand pour beaucoup de monde. Hein. Je ne crois pas qu'on se batte non plus, sauf à s'installer vraiment en face de quelqu'un. Mais même comme ça, honnêtement, c'est pas ce que moi je perçois. Je dis concurrent pour voilà, mais la vérité c'est que j'ai l'impression qu'on pourrait faire venir encore un ou deux, qu'il y aurait quand même du travail pour tout le monde. Hein, bien sûr. Honnêtement. En fait, je pense qu'il faut corriger le terme parce que en réalité, c'est plutôt en termes de qualité de travail. C'est-à-dire que quand on voit un patient, qu'on lui propose un parcours rééducatif de 3 mois, 6 mois, en sachant que ce parcours éducatif va permettre un succès fonctionnel. Et qu'à côté de ça, parfois, justement, il y a une multitude d'autres intervenants, et c'est normal, c'est absolument normal, c'est une des grandes chances du système français de pouvoir consulter plusieurs médecins, et que le patient qui a une douleur immédiate, qui est encore dans l'imaginaire de la baguette magique du chirurgien qui va absolument guérir en une opération, sans rééducation, sans convalescence, et qu'il y a un autre confrère qui absolument, sans parler de concurrence, en restant confraternel, mais va proposer une autre solution qui, de prime abord, semble beaucoup plus courte, beaucoup plus simple, avec beaucoup moins d'engagement du patient, eh bien, c'est vrai que y a un moment un peu de fatigue de se dire, en fait, ce patient à qui, en tout état de cause, selon les données acquises de la littérature, je vais lui proposer un traitement rééducatif premier, mais que je suis absolument certain que dans les 15 jours, il va avoir un confrère qui, en toute confraternité, va proposer un autre traitement et qu'en fait, le patient ne va pas suivre mon programme de rééducation qui allait marcher, eh bien, c'est pas la même qualité de travail que des confrères avec qui je discute dans des zones à Clermont-Ferrand ou autres, où il y a une moins grande densité de population, et ils savent que le parcours, qui est un contrat de confiance avec le patient, qui parfois va nécessiter du temps et de la patience et de l'investissement du patient, sera mieux respecté. Donc il y a quand même un enjeu sur la densité, parce qu'en réalité, plus la densité de médecins ou de chirurgiens va être importante, plus les risques de raccourcis que vous évoquez, ils vont sûrement se présenter et au risque de raccourci du parcours du patient. Ça, c'est un peu dommage. Alors, quand on s'installe, on imagine volontiers qu'il faut aller faire le pas de porte des médecins généralistes aux alentours. Peut-être pas d'ailleurs que les médecins généralistes, à vous de me dire, mais est-ce que ça c'est une réalité ? Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez ? Est-ce qu'on le fait, on ne le fait pas ? Ça se fait tout seul ? Comment ça marche ? Alors, en pratique, de ce que je sais, ça se fait quand même toujours. Moi, personnellement, j'ai pu le faire. J'ai la chance dans ma clinique d'avoir ce qu'on appelle un CRM, un chargé de relations médicales. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à plein temps dont c'est le travail d'aller faire, entre guillemets, la publicité de chaque médecin, pas que orthopédiste, qui s'installe à la clinique. Il est payé par la clinique. Il est payé, ouais. Il n'y en a que 3. Moi, c'est Ramsay, je bosse chez Ramsay. A priori, il n'y en a que 3 dans tout Ramsay. Donc, il a son agenda avec tous les médecins. Et en effet, en une demi-journée, on va voir 20 médecins, 10 kinés. Donc, c'est pas mal. Est-ce que c'est efficace ? Honnêtement, je ne sais pas. Mais je l'ai quand même fait une fois ou deux. Après, je pense que c'est un tout. Maintenant, c'est
c'est Internet, c'est Doctolib, c'est le bouche à oreille, c'est de ça. Mais en effet, je pense que la modernité pourrait faire croire que tout ça, voilà, ces relations d'aller voir les médecins en vrai, ça se fait de moins en moins. Je pense qu'ils y sont quand même attachés. Les médecins généralistes, ils aiment bien quand même voir à qui ils envoient leurs malades, etc. Donc c'est quelque chose que moi j'ai pu faire et j'ai eu la chance d'être même accompagné dans cette démarche-là. Oui. Ça c'est bien, donc ça veut dire qu'on est dans la salle d'attente et qu'on attend que le médecin généraliste ouvre la porte, on va lui serrer la pince. C'est un peu ça, alors c'est encore mieux que ça parce que du coup tout est organisé avec un planning où on allait voir, il y a assez peu d'attente, alors c'est assez rapide, hein, mais moi j'ai pu le faire comme ça, je sais que d'autres collègues le font entre guillemets à la main, hein. Ils prennent leur téléphone, ils appellent, ils vont voir. Voilà, ça fait partie des choses. Moi, je sais que je suis assez disponible, je donne mon numéro facilement au médecin, au kiné. J'aime bien entretenir ce truc-là. Ça me paraît intéressant de le faire, ouais. Important. Alors, Pierre-Emmanuel, je me retourne vers vous parce que ça, on ne le fait jamais en public. De plus en plus. Ah, ok. Donc en fait, comme ça a été dit, il y a un changement complet des pratiques. Ça dépend bien sûr au niveau géographique où parfois on va dire que certains collègues chanceux n'ont qu'à rester dans leur cabinet, ouvrir. Maintenant, il faut qu'il y ait une façon de prendre rendez-vous numérique qui est maintenant globalement la norme. Mais s'il y a un énorme bassin de population et très peu de praticiens, voilà, il n'y a absolument aucune question. Après, cette démarche, elle est là aussi, comme ça a été mentionné, pour mettre en valeur des pratiques individuelles ou des pratiques d'équipe qui se distinguent justement. Alors, il y a d'une part les compétences techniques, les parcours de soins complets, et aussi, alors, il faut faire attention aux effets de mode, mais aussi parfois, un engagement d'une équipe dans une méthode chirurgicale ou un parcours particulier. Et ça, c'est important de le mettre en valeur parce qu'il va falloir faire attention justement entre ce qui est purement du marketing, avec parfois des effets d'annonce, des événements parfois assez médiatisés, qui mettent vraiment très très fort en avant des équipes pour au final en fait un service rendu patient qui est très bon, hein, mais qui est standard, par rapport à des équipes qui parfois ont plus la tête dans le guidon sur de multiples postes, notamment d'enseignement, de recherche, de formation, etc. et qui ont moins le temps de faire ça, mais qui par contre ont une compétence propre très forte. Mais, donc il faut le faire de plus en plus. Oui. Alors je suis très content de savoir que le service public s'inscrit dans cette démarche. Par contre, moi j'ai jamais vu de CRM, donc de chargé de relations médicales dans le service public à la rencontre de la médecine de ville. Et pourtant, à la FHF, j'ai fait bon nombre de sujets liés ville-hôpital, mais j'ai jamais entendu ce métier-là qui se crée à l'hôpital. Et ça me paraît une très bonne idée. Ce métier-là n'est pas, alors à ma connaissance en tout cas dans notre CHU, mais il y a notamment des journées annuelles pour les médecins généralistes. Il y a beaucoup d'événements qui permettent de mailler. On a aussi la chance d'avoir des équipes de rééducation qui sont extrêmement fortes, nous autour de la ville, et qui ont justement déjà une très grande compétence, une expertise qui est reconnue, et qui ont l'intelligence d'organiser des événements publics-privés avec tout un panel de médecins, et ça permet d'apporter une synthèse justement non biaisée sur l'état de l'offre de soins sur une zone. Et là-dedans s'engagent notamment les équipes de communication, et nous on a une équipe de communication qui vient du privé à la base hors santé et qui est très active, pour pas dire parfois presque un peu agressive, sur les méthodes à mettre en jeu. Donc en fait il y a un vrai changement de paradigme complet à tous les niveaux, voilà. À la fois sur l'oligopole, on va dire Ramsay, Elsan, Vivalto, etc. et également au niveau du CHU, puisque avec la pression des objectifs gouvernementaux, voilà, il y a des changements de pratique. Il a l'air très bien ce CHU de chez vous, de Montpellier. Et du coup, en chirurgie pédiatrique infantile, où quand même la concurrence est moindre, on l'a évoqué, là du coup, le passage de hospitalier à exercice libéral hospitalier, a-t-il nécessité des enjeux de communication de cette information, ou les gens sont venus spontanément tout seuls ? Alors ça a pris un certain temps parce que ça nécessitait le temps que les anciens patients libéraux de mon prédécesseur comprennent qu'il y avait un nouveau, et aussi que mes patients comprennent que le mercredi après-midi, maintenant, il faut ouvrir le portefeuille. Voilà. Donc ça a pris quand même un certain temps, même si j'étais sur place depuis des années, ça a pris quand même entre 1 et 2 ans pour que ça roule bien. Sur la communication, j'ai 2 points. Donc, aussi la formation médicale continue. J'ai intensifié un peu ma participation. Et puis, deuxième point, tous les courriers, les comptes rendus d'hospitalisation, de consultation pendant 1 an. Après cette installation, j'ai envoyé aussi une pièce jointe, on va dire,
où je disais, ou décrivais la composition actuelle de l'équipe, en sachant qu'un tel faisait du genou, moi je fais du rachis, c'est l'autre de la hanche, donc pour bien expliquer qui faisait quoi à l'hôpital. Donc quand même une démarche un peu de représentation de soi-même. C'est quelque chose que vous conseillez régulièrement ou que vous accompagnez? Vous faites vous-même CRM dans les endroits d'installation? Alors non, pour le coup, nous, on n'offre pas ce service, mais par contre, c'est quelque chose qu'on met en avant, en effet, selon l'installation choisie. Quand c'est une ouverture, par exemple, d'une activité dans une structure, on en fait part dans le prévisionnel, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce qu'en effet, on ne va pas forcément bénéficier de la notoriété des chirurgiens avec lesquels on va s'associer. Donc, en tout cas, c'est un point sur lequel dont on parle avec nos clients en leur disant, voilà, point d'attention, si vous ouvrez votre activité, c'est sûr qu'il va falloir prendre ça en compte et on leur donne quelques conseils, mais c'est plutôt en off. Mais bon, ça semble être une étape importante. Alors, il y en a une autre qui peut amener souvent de la réflexion et puis peut-être des interrogations sur la trajectoire. C'est celle quand même de la prise de risque potentiel et de la couverture. Tout à l'heure, je crois que c'est vous qui avez évoqué la RCP. C'est une des démarches essentielles dans l'installation. C'est une démarche qu'on voit quasiment pas quand on est uniquement en système hospitalier, parce que bien sûr on est couvert, sauf faux détachable du service, mais on est couvert par l'établissement dans lequel on exerce. C'est quand même quelque chose qu'on doit avoir quand on a un exercice libéral hospitalier, parce qu'à son tour on est à son propre nom. Du coup, c'est quelque chose qu'on anticipe, qu'on découvre, qu'on subit. Comment on fait parce qu'en plus il y a un nombre d'interlocuteurs non négligeables qui sont eux tous dans la concurrence. Donc le sujet c'est de parler de l'assurance, c'est ça, notamment de la responsabilité civile professionnelle. En effet, alors rapidement on est quand même au courant, c'est pareil, on discute un petit peu avec ses pairs. Ils sont d'ailleurs ici des sociétés qui accompagnent dans ces sujets-là. En effet, très vite, on se rend compte que c'est très cher. Les assurances, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros par an quand même. Après, voilà, on est assez bien accompagné, mais c'est vrai qu'il faut prendre en compte ça. Il y a un petit stress là-dessus. C'est vrai que par rapport au public, si moi, par exemple, il y a certaines choses qui me plaisaient dans le public, c'est vrai que là-dessus, on a une petite sécurité supplémentaire d'être un petit peu, entre guillemets, couvert par cet hôpital. Quand on s'installe dans le privé soi-même, la moindre entre guillemets faute ou aléa thérapeutique, etc., on se la prend pleine poire. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit quand même le plus rare possible et il faut être bien accompagné pour que ça n'arrive pas. Mais c'est une source de petit stress en plus, c'est vrai. Ouais. Federico aussi, vous l'avez senti comme ça parce que vous n'avez pas changé d'établissement, c'est le même établissement, c'est la même salle de bloc. Presque personne ne sait que ce patient il est plutôt en libéral, que ce patient il est plutôt en public. Il n'y a que vous, pas loin. Oui, j'ai senti un certain stress par rapport à ça. C'est très psychologique. Et pendant une bonne année, j'ai pas opéré de scoliose en privé. Pour cette raison. Oui. D'accord. Il y a aussi un point que je voulais évoquer concernant le privé. Le risque est de ne plus avoir de staff. De discussion collégiale des dossiers. Je ne sais pas comment vous êtes organisé, mais à l'hôpital, on est protégé aussi par ce côté. Parce que tous les dossiers, ou la plupart des dossiers programmés, sont discutés au staff du service collégial, donc les indications sont validées. Il y a un mot dans le dossier qui dit l'indication a été validée par le staff, etc., avec quelques notes pour dire que voilà, on fait comme ci, comme ça. Dans le privé, c'est plus compliqué d'organiser ça, surtout si on n'est pas en association avec ses confrères. Bien sûr. Pierre-Emmanuel, je reviens sur ce sujet du risque. Quand on est dans le public, en fait, comme ça nous glisse un peu sur le dos, presque, ou pas loin, on ne sent pas en fait le soulagement que l'on a de ne pas avoir ce poids. À l'inverse de quand on est en libéral, on sent le poids que cela va représenter. Est-ce que c'est quelque chose auquel on pense le matin et du coup on sourit en disant tiens, au moins je n'ai pas ça? Alors effectivement, sans se décharger de ses responsabilités, il faut bien peut-être entendu. le voir dans le sens où en restant en secteur public, on n'a pas de poids supplémentaire par rapport au poids qu'on a déjà. Exact. Parce que je peux vous dire que je n'ai pas d'activité libérale, mais le poids des patients, psychologique, de charge mentale, de courrier, de relance secrétariat, des appels, la consultation, il est présent. Donc en fait, c'est peut-être de ne pas avoir un poids supplémentaire et de se dire, voilà, bon, je peux me concentrer sur d'autres tâches qui sont très nombreuses par ailleurs. Donc c'est peut-être
Voilà, c'est peut-être une charge mentale ou des tâches différentes qu'on doit affronter en plus du parcours patient entre le secteur privé et le secteur public ou en cas d'activité mixte. Et je ne crois pas que ça soit un point en moins. Je comprends bien. Flora, c'est quelque chose sur lequel vous apportez un conseil, ça, pour orienter sur même l'acteur ou l'assureur, peut-être le plus adapté, je ne sais pas, il y a peut-être des indicateurs pour vous? Alors nous, oui, en effet, c'est un grand sujet parce que c'est un gros budget en fait pour les chirurgiens qui vont s'installer et il y a plusieurs acteurs qui sont tous très bien, mais tous ont leur spécificité. Par exemple, certains ne vont pas accompagner certaines spécialités comme le rachis, c'est quand même une spécialité à risque. Donc, un acteur en particulier ne va pas faire de RCP de ce côté. Et donc, il peut y avoir des gros écarts de prix également. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, il faut pour le coup savoir faire jouer la concurrence et négocier. Ça, c'est un art que les jeunes chirurgiens ne connaissent pas forcément. Et donc, nous, là-dessus, c'est là où on accompagne et en fait, on demande... On est en partenariat avec plusieurs acteurs et on demande des devis pour nos clients afin de pouvoir comparer et leur laisser évidemment à la fin le choix final. Mais voilà, un conseil supplémentaire, négociez vos contrats. Ça se fait beaucoup et dans les assurances, ils ont l'habitude de ça. Est-ce qu'on peut dire que vous jouez un peu la qualité de broker, que vous êtes intermédiaire à ce point? Non, on n'est pas intermédiaire, on est vraiment, nous, c'est du conseil. On va quand même, pour nous, c'est vraiment sur l'aspect gain de temps pour notre client. On connaît ses spécificités, donc on va aller directement en discuter avec nos partenaires, leur donner les informations et ensuite partager le contrat au client. Nous, ensuite, on va le conseiller, on va lui expliquer les différences sur les contrats, mais ensuite, c'est sa liberté de choix et nous, on n'entre pas en jeu là-dedans. Alors, autre point de conseil qui me semble aussi important dans le parcours, c'est l'ensemble de ces logiciels aujourd'hui qui existent, soit logiciels métiers de type dossier médical informatisé, soit aussi toutes les applications complémentaires de prise de rendez-vous et autres, de calendrier, d'agenda professionnel. Vous avez du coup, vous, un regard, une analyse, un conseil à apporter, parce que j'imagine que c'est quelque chose auquel on doit penser assez tôt. Tout à fait. Ça, c'est une fois de plus, souvent quand on rejoint une structure, en fait, ils sont très souvent un peu déjà mis en place. Donc, le chirurgien va avoir tendance à prendre le même logiciel. Nous, on a fait un peu un tour du marché pour voir ce qui existe. On en parlait, les logiciels de prise de rendez-vous. Aujourd'hui, c'est presque, je pense, obligatoire pour un chirurgien qui va s'installer. Ça va notamment lui permettre d'avoir de la notoriété. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup. Il y a l'IA qui est entrée en jeu et qui, du coup, facilite de plus en plus le travail des médecins en consultation, en tout cas. Donc, nous, on a un peu regardé tout ça. Après, c'est propre à chacun, ça c'est vraiment les goûts et les couleurs. Il y a des choses très bien qui se font, qui se développent. Il faut laisser un peu de temps, je pense aussi, aux logiciels de se développer sur ces sujets, notamment pour les spécialistes comme les chirurgiens orthopédiques. Mais nous, en tout cas, on peut, oui, en effet, donner quelques conseils, mais globalement, c'est des logiciels que tout le monde connaît et pour ne pas les citer, il y en a un bleu globalement de prise de rendez-vous que tout le monde connaît qui fonctionne plutôt très bien parce que aujourd'hui, c'est le patient qui a le pouvoir de ce côté-là et ils ont été très forts en termes de marketing. Donc aujourd'hui, les médecins sont un peu pris de ce côté-là et pour l'utiliser, lui. D'ailleurs, ils sont tellement présents qu'ils n'ont pas besoin d'être trop présents ici, puisqu'ils sont trop Voilà. connus. Alors, il y a un dernier point, par contre, qui est plus ancestral dans l'exercice, qui est le choix du secteur d'activité. C'est peut-être le dernier point avec lequel je finirai, mais ça reste, je pense, un sujet épineux, d'interrogation qu'on a tous, parce que donc il impacte potentiellement la manière dont seront remboursés les patients. C'est aussi une question qui renvoie à soi-même finalement. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je suis à l'aise ou pas aussi pour définir des honoraires dans une certaine liberté? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que mon geste, ce sera toujours la même valeur ou est-ce que je fais moduler ce geste par rapport à la complexité que j'en apprécie? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que ça répond à quand même beaucoup d'interrogations presque personnelles de la vision du métier. Alors j'imagine que vous apportez des conseils, mais là c'est plutôt de votre côté. Comment est-ce que du coup on se confronte à cette question sans forcément définir ce que vous pensez, mais voilà. Alors, déjà, moi à l'époque, je sais pas si ça a changé, mais il y avait un peu ce truc de une fois qu'on a choisi un secteur, on ne peut plus changer. C'est-à-dire que si on part en secteur 1, c'est terminé, plus jamais c'est possible, même au bout de 25 ans, de passer en secteur 2. Donc c'est quand même une vraie question à se poser très tôt. Moi j'ai un peu ce côté de dire je préfère
avoir le secteur 2, quitte à ne pas l'utiliser ou l'utiliser comme je l'entends. Donc moi, c'était plutôt ma vision des choses. Après, en effet, maintenant c'est un peu plus complexe, il y a le sujet maintenant de l'Optamco. Je sais pas si c'est un peu compliqué à détailler, mais donc après, voilà, chacun fait comme il le sent. Certains font toujours le même tarif, certains adaptent en fonction des mutuelles, certains changent en fonction de la complexité. Moi, c'est plutôt mon cas, en fonction de l'acte qui est plus ou moins technique. C'est pareil, on disait tout à l'heure, tout ça c'est trouvable, on a les chiffres de combien font les concurrents, quels sont les dépassements moyens du secteur, donc ça permet aussi d'être dans une certaine fourchette pas délirante, mais voilà, le message il est celui-ci, attention, cette passerelle secteur 1, secteur 2 n'existe pas forcément, quoi. Juste avant de passer la parole à Pierre-Emmanuel, ça veut dire que quand on s'installe, on sait que le chirurgien orthopédiste qui est juste à côté, la prothèse de hanche, il la facture à peu près ça ? C'est pas forcément nominatif, mais rapidement on a les chiffres, je pense même nationaux, par région, etc. Il y a des espèces de moyennes. Après je peux pas savoir un tel combien il prend sa prothèse de hanche, même si finalement petit à petit tout se sait, mais on a des sortes de moyennes qui permettent de pas être décollantes. Après comme on dit souvent, même moi qui suis entre guillemets une primo-installation, il y a des collègues sur place, il y a les devis ou en tout cas les chiffres qui circulent. On peut pas faire après un livre, on peut faire ce qu'on veut, mais bon, ça permet aussi de s'adapter à ce que se fait juste à côté, quoi. Je tiens juste à rappeler, et ça paraît évident ici, mais s'il y a des gens qui nous regardent, c'est peut-être pas le cas, qu'en fait, nos collègues du libéral, il faut qu'on les défende par rapport à ça, parce que c'est une PME, être en libéral. La santé n'est pas gratuite, et surtout, depuis les années 80, la sécurité sociale n'indexe pas les cotations sur l'inflation. Donc nous, nos cotations, elles sont fixes. La secrétaire, l'aide opératoire, la structure de santé, l'assurance, elles sont indexées sur l'inflation. Donc il faut tout d'abord dire que c'est normal en libéral, notamment en chirurgie orthopédique, d'avoir un complément d'honoraires. Il faudrait ne plus parler de dépassement, mais c'est un complément d'honoraires qui correspond au désengagement de la sécurité sociale depuis les années 80 sur l'arrêt de l'ajustement des cotations par rapport à l'inflation. Donc voilà, il faut vraiment briser ce tabou, c'est normal. On va voir le futur avec notamment la consolidation de l'oligopole des grandes structures de santé, le désengagement de la Sécu et l'augmentation de la part des mutuelles avec peut-être un système américain, Royaume-Uni ou nord de l'Europe qui va ensuite conditionner des parcours entiers de soins et des praticiens en fonction de la mutuelle. Peut-être c'est ce vers quoi on arrive. Peut-être que nous, on aura l'utilisation des implants qui sera conditionnée par le groupe auquel on est affilié. Donc c'est très important d'arriver là à être unis en termes de activité publique seule, activité mixte ou activité libérale, parce que dès qu'on parle d'argent, tout le monde oublie qu'en fait la Sécu est désengagée depuis les années 80. Le message est clair. Federico. Alors moi je suis très mal à l'aise pour fixer les honoraires. Et pour ça, donc, j'ai fait exactement ce que faisait mon prédécesseur. Donc j'ai fixé mes honoraires comme il faisait lui. Après j'ai adapté avec la révalorisation de l'APC, etc. Quant au secteur, si je peux donner un conseil à tous ceux qui s'installent et qui ont l'idée de faire au moins un petit peu d'activité pour des accidents de travail, de la traumato, de la cancéro ou du handicap, je conseille franchement de prendre le secteur Optamco, qui donne quand même 9% de plus sur les activités, sur l'activité opératoire. Mais sous-entend que le praticien est quand même obligé de faire une certaine part de son activité au tarif Sécu. Et comme moi, j'opère quand même des patients handicapés, et j'ai des activités en consultation que je fais toujours au tarif Sécu, comme la livraison du corset par exemple, c'est tout bête. Du coup, je rentre dans ma moyenne d'Optamco et j'ai jamais eu de soucis. Mais il faut faire attention à ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, on ne peut pas avoir l'Optamco et être facturé x3 sur tout. Merci beaucoup, je pense que ce conseil est assez sage. De votre côté, pour le mot de la fin, vous donnez un conseil justement sur le choix du secteur à l'installation ? C'est une fois de plus, ça va être une non-réponse, c'est spécifique à l'installation et aux chirurgiens. Moi, mon conseil, et en effet, je rejoins ce qui a été dit, c'est que demain, quand on s'installe en libéral, une fois de plus, on devient une entreprise, on a des charges, et donc c'est vraiment à prendre en compte quand on calcule son dépassement d'honoraires, parce que tout ce qu'on va avoir en chiffre d'affaires, c'est bel et bien du chiffre d'affaires, et ça ne va pas dans la poche du chirurgien directement. Et donc, en effet, on dit souvent qu'un chirurgien sans dépassement d'honoraires ne serait finalement pas rentable. Voilà.
Eh bien merci à vous quatre pour ces conseils et ce point de vue sur votre parcours qui permettra à d'autres peut-être de choisir leur voie. Merci beaucoup. Merci.